Bonsoir tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonsoir à toutes et tous. Donc, je m'appelle Damien Deviane, je travaille donc à Lyon au laboratoire de biométrie et biologie évolutive. Et donc je suis vraiment ravi d'être là aujourd'hui. Je suis content qu'il y ait un petit peu de monde. Et puis il y a des enfants, il y a des adultes, il y a vraiment tous les âges. Donc voilà, je vais essayer d'être le plus accessible possible. J'espère que vous apprendrez des choses. Moi, je voulais vous parler aujourd'hui de l'arbre du vivant, et donc je vais essayer de vous expliquer ce que c'est que l'arbre du vivant et pourquoi est-ce que c'est un objet qui est intéressant et qui est important. Et pour commencer cette conférence, je voulais, puisqu'on est dans un planétarium, commencer par un ciel étoilé. Donc vous voyez tous ce ciel étoilé. Est-ce que certains ou certaines reconnaissent une constellation? Ah. Non, personne ne reconnaît, j'imagine, si. Si, alors c'est mauvais signe si vous en reconnaissez une, parce que c'est pas du tout un ciel étoilé. Ce que j'ai voulu représenter ici, en fait, c'est une vue, une vision de l'ensemble de la biodiversité. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer que chaque point dans ce ciel étoilé, c'est une espèce. Alors soit une espèce qui vit aujourd'hui, alors ce sont toutes les espèces que vous voyez à la périphérie, d'accord, qui sont un petit peu plus lumineuses, soit des espèces qui sont éteintes, c'est toutes les autres qui sont partout dans le ciel. Est-ce que vous savez combien d'espèces on a documentées? Combien d'espèces on a dans les bases de données qui contiennent la liste des espèces? Est-ce que quelqu'un a une petite idée de ce nombre-là? Vous pouvez parler, je vous entends. Ou un ordre d'idée simplement. Est-ce que quelqu'un sait à peu près combien d'espèces on a décrit aujourd'hui? Quelques millions. Quelques millions, pas mal. À peu près 2 millions, donc c'est pas, ça dépend des bases de données, mais entre 1,7 et 2,5 millions d'espèces ont été décrites. Et maintenant, est-ce que vous savez combien d'espèces on pense vivent aujourd'hui sur Terre? 10 millions, c'est pas mal. Alors ça, c'est l'estimation la plus basse. L'estimation la plus haute, c'est 1000 milliards. Donc il y a une étude publiée qui a essayé d'estimer le nombre d'espèces qui vivent aujourd'hui sur Terre et qui a estimé à 1000 milliards, alors en comptant bien sûr tous les microbes, tous les micro-organismes. Et donc en fait, on ne sait pas du tout combien d'espèces vivent aujourd'hui sur Terre. On sait que c'est quelque part entre 10 millions et 1000 milliards, certainement plutôt autour de 100 ou 200 millions. Donc il y a entre 100 et 200 millions d'espèces qui vivent aujourd'hui sur Terre. Il y en a en gros 2 millions qui ont été référencés, qui ont été nommés, qui ont été mises dans des bases de données. Et alors si on ajoute à ça toutes les espèces qui ont vécu par le passé, alors on estime qu'il y a à peu près 99,9% des espèces qui ont vécu qui sont aujourd'hui éteintes. D'accord ? Donc ça c'est un peu pour vous donner une petite idée de ce dont on va parler, c'est-à-dire que la très grande majorité des espèces a disparu aujourd'hui. Les quelques espèces qui ont survécu, pour la plupart, elles ne sont pas connues. Et donc, on connaît une toute petite fraction des espèces qui vivent aujourd'hui sur Terre. Donc ça, moi, je trouve ça intéressant de vous dire ça d'entrée de jeu, parce que je vais vous parler ensuite d'un objet qui essaye de raconter l'histoire de toutes ces espèces, celles que l'on connaît et celles que l'on ne connaît pas. Alors, ce qu'on sait, et là, on va changer un petit peu de point de vue pour la suite. Ce qu'on pense, en tout cas, ce qu'on pense depuis à peu près 150 ans, c'est que toutes les espèces qui vivent aujourd'hui sur Terre, donc je répète, c'est celles que j'ai représentées moi à la périphérie de ce cercle, on pense que toutes les espèces qui vivent aujourd'hui sur Terre sont toutes cousines les unes des autres, à des degrés plus ou moins grands. Donc il y a des cousines proches, il y a des cousines éloignées, des cousines très éloignées. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut représenter des liens de parenté? Comment est-ce qu'on fait dans une famille, par exemple, si vous avez des cousins, des cousines, des frères, des sœurs? Vous pouvez faire un arbre généalogique. Et bien, on peut faire un petit peu pareil avec les espèces, sauf qu'on n'appelle pas ça un arbre généalogique, on appelle ça un arbre phylogénétique. Donc phylogénétique, ça vient de phylon, qui veut dire la tribu, le clan, et puis génétique, la genèse, donc c'est la genèse ou l'origine des groupes, l'origine des tribus. Et donc cet arbre, je peux vous le représenter ici.
Il représente donc les liens de parenté entre l'ensemble des espèces qui vivent aujourd'hui sur Terre. Et alors cet arbre-là, comment est-ce qu'on l'appelle? Est-ce que quelqu'un sait son nom? C'est l'arbre du vivant. D'accord? Donc c'est un arbre qu'on ne connaît pas, qu'on imagine être à peu près celui-là. Et donc c'est un arbre unique qui représenterait les liens de cousinage, si vous voulez, entre l'ensemble des espèces qui vivent aujourd'hui sur Terre. Et au centre de cet arbre, vous avez ce qu'on appelle Lucas. Il a un nom, ça c'est une cellule unique qui vivait sur Terre il y a à peu près 4 milliards d'années, donc entre 3,8 et 4,2 milliards d'années. Les dernières études disent plutôt 4,2 milliards d'années. Et de cette cellule unique ont émergé l'ensemble des espèces qui vivent aujourd'hui sur notre planète. D'accord? Est-ce que c'est bien clair ça? Donc si on zoome un petit peu ici, vous voyez que là vous avez une espèce, là vous avez une espèce. Et ces espèces, elles sont reliées par un petit lien, parce qu'elles sont cousines proches. Et ici, à cet endroit-là, vous avez l'ancêtre de ces deux espèces-là. D'accord? Et vous avez ça pour l'ensemble des espèces qui vivent aujourd'hui sur la planète. Alors pourquoi est-ce qu'on pense que toutes les espèces sont cousines les unes des autres? Alors pour essayer de répondre à cette question, de vous expliquer comment est-ce qu'on en est arrivé là, on va zoomer vers le bord de cet arbre, au niveau des feuilles. On appelle ça les feuilles de l'arbre. Alors là, on a zoomé dans l'arbre et on est allé à un endroit où on retrouve des espèces que vous connaissez bien normalement, la baleine, le chat, la chauve-souris et puis l'humain. D'accord? Et alors, là, je vous ai représenté le membre antérieur pour ces 4 espèces-là. D'accord? Donc un bras humain, une aile de chauve-souris, une patte avant d'un chat et puis une nageoire de baleine. Et alors, normalement, il y a quelque chose qui devrait vous sauter aux yeux. Je ne sais pas si c'est le cas, c'est que l'organisation, la morphologie, si vous voulez, de ces membres, l'organisation des os les uns par rapport aux autres, je ne sais pas si vous voyez, on se rend compte qu'ils se ressemblent. Vous êtes d'accord? Hein? On voit l'humérus, radius cubitus, carpe, métacarpe, phalange, et puis on voit ça organisé un petit peu de la même façon chez ces différentes espèces. Et ça fait longtemps qu'on s'est rendu compte de ça. Et quand on voit des ressemblances comme ça, aussi fortes, bon, il y a 2 hypothèses. Soit on se dit, bah, c'est le hasard total, c'est-à-dire que par hasard, la baleine, le chat, la chauve-souris, l'humain ont des membres qui sont organisés de la même façon, des morphologies extrêmement semblables. Et c'est le hasard qui a fait ça, le hasard ou quelque chose de divin qui aurait créé des choses extrêmement proches. Et puis il y a une autre hypothèse, et c'est l'hypothèse qu'on préfère parce qu'elle est plus parcimonieuse, elle est plus logique, c'est d'imaginer que si ces morphologies se ressemblent, c'est parce que ces espèces, elles ont un ancêtre commun. Cet ancêtre commun, qui est représenté ici tout en haut, c'est l'ancêtre des mammifères en fait, et ben, il avait certainement une morphologie qui devait ressembler un petit peu à un membre comme celui-là, organisé un petit peu comme ça. Et donc si cette morphologie se ressemble entre ces différentes espèces, c'est parce qu'elles ont hérité ce caractère, cette morphologie, de leur ancêtre. Alors longtemps, on a utilisé les morphologies pour essayer de reconstruire l'histoire de l'évolution des espèces. Et on le fait encore aujourd'hui, mais les morphologies, ça peut être trompeur pour reconstruire l'histoire des espèces. Pourquoi? Bah là, on le voit tout de suite, parce que si on ne fait pas attention, on peut faire des graves erreurs. Par exemple, une chauve-souris, ça a une aile. Alors on peut se dire, bah, la chauve-souris, on va la mettre avec les oiseaux. Et là, on se tromperait. Une baleine, ça a une nageoire. Alors on serait tenté de mettre la baleine et puis les cétacés avec les poissons. Et là, on se tromperait au-dessus aussi. Et donc, ce qu'on utilise plutôt, nous, dans les laboratoires maintenant, c'est d'une certaine manière ce qui sous-tend ces morphologies, ce qui code pour ces morphologies dans les génomes des espèces, à savoir les séquences d'ADN. Donc là, je ne vais pas du tout rentrer dans le détail parce que ce serait trop long et ce serait compliqué. Mais l'idée, c'est qu'au lieu de comparer des morphologies, au lieu de comparer des formes, on peut comparer les séquences chez chacune des espèces. Et là, c'est un petit jeu qui est très marrant, c'est-à-dire que quand vous comparez une séquence chez la baleine et puis une séquence chez le chat, je ne sais pas si vous le voyez, mais ces séquences, elles se ressemblent énormément. Il y a une seule différence là, sur ce petit exemple. Alors pourquoi il n'y a qu'une seule différence?
Vous voyez, le C, là, il est devenu A. Alors, il n'y a qu'une seule différence, parce que l'ancêtre des chats et de la baleine, qui est représenté ici, il n'est pas très vieux. Ok ? Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps là et là pour que des différences s'accumulent, des différences apparaissent, des mutations, en fait, apparaissent chez le chat et la baleine. Il n'y a pas eu beaucoup de temps, donc il n'y a pas beaucoup de différences. Par contre, si on compare la baleine et puis un humain, là, si vous regardez les séquences, vous voyez beaucoup de différences. Et pourquoi il y a beaucoup de différences? Parce que l'ancêtre de l'humain et de la baleine, qui se trouve à peu près ici, il est bien plus vieux. Et donc, depuis cet ancêtre, il y a eu tout ce temps-là pour que des mutations apparaissent chez l'humain, tout ce temps-là pour que des mutations apparaissent chez la baleine, et résultat, les séquences sont très différentes. Et donc, ce qu'on fait dans les laboratoires, et ce qu'on fait à peu près depuis les années 60 dans les laboratoires, c'est de comparer les séquences et de faire ce petit jeu, de trouver une histoire, c'est ce qui est représenté en haut, une histoire évolutive, un arbre, une généalogie si vous voulez, qui permet de rendre compte des différences qu'on observe. D'accord? Donc c'est ça en fait, la phylogénétique, c'est réussir à reconstruire l'histoire évolutive des espèces en étudiant les différences et les ressemblances dans les séquences d'ADN des espèces qu'on observe aujourd'hui. Et en faisant ça, ce qu'on fait, c'est qu'on peut reconstruire le passé, c'est-à-dire qu'on peut savoir quelle est l'histoire, enfin, on peut essayer de savoir, et on essaye de faire ça le mieux possible, mais c'est un exercice qui est difficile, hein, et on peut, de cette façon-là, essayer de reconstruire toute l'histoire évolutive des espèces qui vivent aujourd'hui sur notre planète. Et donc je peux vous montrer ça. Donc si on part du présent, je vais vous montrer ce que ça donne de reconstruire l'histoire des espèces. Voilà, donc là on part du présent et on va vers le passé. Donc là vous avez l'arbre du vivant, c'est-à-dire on imagine qu'on a reconstruit cette histoire pour toutes les espèces, pour des séquences de toutes les espèces, et qu'on a reconstruit jusqu'à l'ancêtre commun de toutes ces espèces. Alors ça, c'est quelque chose qu'on aimerait être capable de faire. En fait, c'est très difficile de faire ça. Et dans les faits, ce qu'on fait, c'est qu'on reconstruit des petits rameaux, on reconstruit des petites branches, et puis on essaye d'agréger entre elles les petites branches pour avoir l'histoire globale. Mais c'est un exercice qui est difficile. Et donc ce que je vous représente là, ce que je vous représente ici, pardon, c'est pas la vraie histoire des espèces, c'est une vision un petit peu statistique de ce à quoi ressemblerait l'arbre total des espèces si on était capable de le reconstruire. En tout cas, on a essayé, on essaye dans le laboratoire de reconstruire toute cette histoire évolutive, et en le faisant, on a découvert certaines choses. Par exemple, ce qu'on a découvert, c'est que le monde vivant, il était organisé en 3 grands groupes. Alors je les ai mis en bleu, orange et rouge ici. Est-ce que vous savez comment ils s'appellent, ces 3 grands groupes qui divisent le monde vivant? Quelqu'un en a un? Bravo. Les bactéries, alors on va dire que c'est les rouges, d'accord? Alors il en manque 2. Ce serait quoi le deuxième groupe? Alors le deuxième groupe, c'est le groupe auquel nous on appartient. Alors nous on est des eucaryotes. Alors je vais vous mettre les noms. Et puis le troisième groupe, c'est ce qu'on appelle les archées. Alors les archées, c'est un peu moins connu parce que ça a été décrit tardivement, dans les années 70. Alors les bactéries, les bactéries vous connaissez, hein, on connaît parce qu'il y a pas mal de bactéries, il y a certaines bactéries qui peuvent nous rendre malades, donc c'est quelque chose qu'on connaît bien, et puis on prend des antibiotiques pour se guérir quand on a ce genre d'infection. Les eucaryotes, donc je vous l'ai dit, là-dedans il y a toutes les cellules, toutes les espèces qui ont des cellules avec un noyau. C'est ça que veut dire eucaryote, d'accord? Et puis le troisième groupe, les archées. Alors les archées, au début on les connaissait parce que c'est des espèces qu'on trouvait dans des milieux extrêmes. Donc par exemple à des endroits où le pH valait 0, donc hyper acide, à des endroits où la température était au-dessus de 100 degrés. On trouvait parfois certaines espèces qui vivaient là, et c'était souvent des archées. Donc c'est comme ça qu'on les a découvertes. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant longtemps, on a cru que le monde vivant, il était organisé comme ça, en 3 grands groupes, archées, bactéries et eucaryotes. Et puis, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, les eucaryotes, là, qui sont là-haut, c'est-à-dire nous, et puis les archées, en fait, on voit qu'ils se branchent ensemble, ok? Ça forme un grand groupe.
Ça, c'est un résultat qui a été publié il y a environ 10-12 ans. Depuis 10-12 ans, on pense qu'il y a un seul grand groupe ici, archées et eucaryotes, et que les eucaryotes, nous, les plantes, les champignons, etc., eh bien, on aurait émergé au milieu d'un groupe d'archées. Donc il y aurait deux grands groupes dans le monde vivant, les bactéries d'un côté, les archées et eucaryotes de l'autre. Avant, pour ceux qui sont un peu moins jeunes, quand vous étiez à l'école, vous avez appris que bactéries et archées, en fait, ça s'appelait prokaryotes. Et puis on disait, il y a les prokaryotes, les eucaryotes. Alors ça, c'est plus vrai. Maintenant, il y a les archées, les eucaryotes et les bactéries. Donc ça, c'est un truc intéressant. Et puis ce qu'on a découvert, alors je pourrais vous expliquer plein de choses sur tout ce qu'on a appris en reconstruisant l'arbre du vivant. Quelque chose d'autre qu'on a appris et qui est assez rigolo pour les gens qui ne le savent pas, c'est le lien entre les plantes, les animaux et les champignons. Donc tout ça, c'est des eucaryotes. Chez toutes ces espèces, vous avez des cellules qui ont un noyau. Et ce qu'on a découvert, c'est que les champignons, alors je ne sais pas si vous le voyez, si on imagine que là, c'est les champignons et puis là, c'est les animaux, l'ancêtre des animaux et des champignons, il est ici, et ben, il est plus récent que l'ancêtre des plantes d'un côté et puis des animaux et des champignons de l'autre. Ce que ça veut dire, c'est que vous, Homo sapiens, vous êtes plus proche cousin d'une moisissure sur un pot de confiture que d'une rose ou d'un chêne que vous voyez dans le parc près de chez vous. D'accord ? Donc ça, c'est rigolo à savoir. Je pense que c'est important de le savoir et ça rend assez humble, finalement, face aux choses. Alors, ce qui est super, avec les outils informatiques, avec toutes ces visualisations qu'on a fait pour cette conférence, c'est qu'on peut s'amuser. Là, je vous ai expliqué qu'on pouvait, à partir du présent, reconstruire ce qui s'est passé dans le passé. Ce qui est super, c'est que là, on peut s'amuser à prendre l'évolution, à jouer le film de l'évolution dans le bon sens. Donc, si vous voulez, on peut aller au centre de l'arbre du vivant. Donc, on va voir Lucas, vous vous souvenez, l'ancêtre commun universel de toutes les espèces qui vivent aujourd'hui sur Terre. Et puis, on peut s'amuser à lancer ce film de l'évolution. Et donc, à observer 4,2 milliards d'années d'évolution se dérouler sous nos yeux. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti. C'était 4,2 milliards d'années d'évolution en accéléré. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a vu pendant ce temps-là ? Alors, on a vu qu'il y avait des lignes qui se déployaient. D'accord ? Alors, c'est marrant, on appelle ça des lignées d'ailleurs, justement. Et alors, qu'est-ce que ça signifie, ces lignes qui se déploient là, petit à petit ? C'est finalement des espèces qui évoluent. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des mutations qui apparaissent, et puis ces espèces évoluent de cette façon-là. Ce qu'on a vu aussi à certains endroits, je ne sais pas si vous le voyez ici, c'est que parfois, une branche, une lignée, donne deux lignées. D'accord ? On le voit ici, on le voit bien ici, par exemple. Là, vous avez... Donc ça veut dire qu'à un moment, une espèce va donner deux espèces. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la spéciation, d'accord ? La formation de nouvelles espèces. Et la spéciation, comment ça marche ? Alors une façon de comprendre comment fonctionne la spéciation, comment des nouvelles espèces peuvent se former, une façon assez simple de le comprendre, c'est d'imaginer, par exemple, que vous avez une immense population, d'accord ? N'importe quelle espèce, une immense population que vous imaginez comme ça, dans un grand pré, par exemple, un immense pré. Et puis, au cours du temps géologique, vous imaginez qu'une barrière naturelle se forme au milieu de ce pré. Alors ça peut être, je ne sais pas, une rivière qui arrive, ou une montagne qui se forme. Le résultat de cette barrière qui apparaît, c'est que il y a une population qui se forme à droite de la barrière, une autre population qui se forme à gauche de la barrière, et ces deux populations, elles ne peuvent plus se croiser l'une avec l'autre. Donc au sein de l'une, il va y avoir les individus qui se reproduisent entre eux, et puis qui ont des petits, qui eux-mêmes se reproduisent, etc. Vous avez la même chose de l'autre côté de la barrière, des individus se reproduisent, et puis vous avez ça, vous imaginez qu'il y a ça pendant des générations et des générations. D'accord ? Et ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment,
les individus des deux côtés se seront tellement reproduits entre eux et auront tellement évolué indépendamment les unes des autres que même si la barrière disparaît, ces deux populations, elles pourront plus se croiser, elles pourront plus faire de bébés, et ce seront deux espèces nouvelles, deux espèces filles qui auront émergé d'une espèce mère. D'accord, donc c'est comme ça. Alors il y a plein, c'est un sujet de recherche en soi, hein, la spéciation, comprendre comment les espèces se forment. Mais en tout cas, de cette façon-là, on peut comprendre ce qui se passe à chaque fois que vous avez une bifurcation ici. Et ce qui est rigolo à voir aussi, c'est que c'est ces spéciations, ces formations de nouvelles espèces qui expliquent pourquoi est-ce que l'arbre a une forme d'arbre. D'accord ? C'est ça qui donne le côté arboré à l'arbre du vivant. Et puis une autre chose qu'on voit aussi dans cet arbre, c'est que certaines fois des lignées s'éteignent. Vous le voyez ici, ici, ici. Donc ça, c'est des extinctions, c'est aussi quelque chose qui s'est produit énormément. Je vous avais dit tout à l'heure qu'à peu près 99% des espèces qui ont vécu sont aujourd'hui éteintes. Donc ça veut dire que ces événements d'extinction se sont produits de très très nombreuses fois. Voilà, et voilà comment l'arbre se forme. Alors qu'est-ce qu'on peut voir quand même quand on prend un peu de recul là, sur cet arbre? Alors déjà, il y a un truc moi, que je trouve intéressant à dire, c'est que si vous prenez n'importe quelle espèce là, qui est en périphérie, ce que vous voyez, c'est que le temps évolutif qui la sépare de l'ancêtre commun de tout le monde, bah, c'est toujours le même. D'accord? Donc, une bactérie, une plante, un champignon, un humain, tous, ils ont le même temps évolutif, le même âge évolutif qui les sépare de Lucas. D'accord? Donc ça, c'est assez rigolo à voir. Il n'y a pas des espèces super évoluées, des espèces pas du tout évoluées. On a tous le même temps. D'accord? Quelque chose d'autre qui est intéressant, moi je trouve à voir, c'est que l'humain, nous, on est là, quoi. On est quelque part au bout d'un petit rameau, au bout d'une petite branche, d'un petit arbuste de ce grand arbre du vivant. Et vu comme ça, on a l'impression de ne pas être grand-chose. Et je pense que c'est une vision qui est intéressante à avoir, de comprendre qu'on est le résultat de cette histoire évolutive, au même titre que n'importe quelle espèce que l'on retrouve là, à la surface de ce cercle. Et puis on est tous cousins. Et puis la dernière chose qu'on voit là, et qu'on ne voyait pas avant, c'est que toutes les espèces qui sont éteintes, que vous voyez dans les zones grisées ici, eh ben, elles sont reliées entre elles aussi par des liens évolutifs. D'accord ? Il y a l'arbre du vivant. Si on pouvait le reconstruire entièrement, avec toutes les espèces qui ont vécu dans le passé, eh ben, il aurait à peu près peut-être cette forme-là, avec tout un tas, une majorité en fait, de branches, de liens évolutifs, qui relient aussi les espèces qui n'ont pas survécu jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est une sorte de vision, une vision statistique de l'arbre du vivant. En tout cas, c'est la vision que moi, je trouve intéressante d'avoir quand on travaille sur l'évolution des espèces. Alors là, je vous ai mis des petits représentants de notre diversité actuelle. Donc je ne sais pas, j'imagine que vous connaissez pas mal de ces espèces. Hein. Il y a le ratope qui est assez rigolo. Vous avez des bactéries, des archées. Là, sur cette image, vous avez deux espèces, hein, un champignon et puis une plante. Voilà, et donc vous avez toute cette diversité. Et quelque chose qui est dur à comprendre, en tout cas moi, quand j'étais plus jeune et que j'ai commencé à apprendre ce que c'était que la biologie évolutive, il y a quelque chose qui me troublait toujours, malgré le fait que je sache que les espèces évoluaient comme ça, que le hasard avait une grande place. Je trouvais ça troublant, très troublant, de se dire qu'il puisse y avoir une telle diversité de formes, aussi extraordinaire, qui est émergée de ce processus-là. Ça paraît incroyable de se dire que ce ratope et cette bactérie, finalement, ils ont un ancêtre commun, ils sont cousins, hein, d'une certaine manière, et ils descendent tous les deux d'une cellule qui vivait là il y a 4 milliards d'années. C'est assez troublant, et je pense qu'une façon de comprendre comment une chose comme ça est possible, une façon, de comprendre cela, c'est de prendre conscience de ce que c'est que 4 milliards ou 4 milliards d'années d'évolution. Et donc ça, je vais essayer de vous donner un petit aperçu de ce que c'est que ces 4 milliards d'années d'évolution. Alors on va changer un petit peu de vue. Et on va se mettre comme ça. Donc là,
vous avez ici Lucas, d'accord? Et puis ici, là, vous avez le temps présent, d'accord? Donc je vais faire un petit trait. Hop. Donc ça représente 4 milliards d'années d'évolution. Et donc une façon de se rendre compte de ce que c'est 4 milliards d'années, c'est de mettre sur cet axe des événements qu'on connaît. Alors un événement que tout le monde connaît, en général, c'est la date de disparition des dinosaures non aviaires. Donc les dinosaures, mais pas les oiseaux, d'accord? Alors c'est quand l'extinction des dinosaures? 65 millions d'années. Alors je vais vous le mettre sur cet axe pour que vous vous rendiez compte quand est-ce que ça s'est produit par rapport à cet axe-là. C'est pas ça. Attention, c'est un trait rouge. Prêt? Voilà. Donc ça c'est aujourd'hui. Et ça c'est la disparition des dinosaures non aviaires. D'accord? Donc vous voyez, à l'échelle du temps qui nous sépare de Lucas, c'est vraiment hier. Alors maintenant je peux vous mettre toutes les autres extinctions de masse connues. Vous savez qu'il y a eu, on recense 5 grandes extinctions de masse, plus une 6e qui est en train de se produire actuellement. Ces 5 grandes extinctions de masse connues, voilà où elles sont. Elles sont toutes là, d'accord? Donc 65 millions d'années, 210 millions d'années, 250 millions d'années, 365 millions d'années et 450 millions d'années. D'accord? Donc on se rend compte finalement avec ça que 4,2 milliards d'années d'évolution, c'est extrêmement long. Et je trouve que ça permet de mieux comprendre ou de mieux accepter cette idée-là, de se rendre compte qu'effectivement, il y a eu du temps finalement pour que toutes ces formes de vie apparaissent. Alors là, il y a quelque chose que j'ai réalisé il y a peu de temps, donc je vous le partage, c'est que ces extinctions de masse, là, moi j'avais jamais réalisé ça, chaque extinction de masse, on estime qu'elles ont duré environ entre 1 et 3 millions d'années. Une extinction de masse, c'est un phénomène en fait qui prend du temps. Et c'est ça en fait qui distingue ces extinctions de masse de celles qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est que celles qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est à l'échelle de quelques milliers ou centaines d'années. Donc c'est pas du tout la même chose que les extinctions qui se sont produites par le passé. Et ça, c'est quelque chose qui est important à comprendre, à mon avis. Voilà. Alors, vous voyez que dans cet arbre, les événements qu'on connaît sont des événements finalement relativement, les grands événements connus sont des événements relativement récents, c'est-à-dire se sont produits relativement il y a peu de temps, comparé à ce qui nous sépare de Lucas. Et vous voyez aussi que la plupart des branches de cet arbre du vivant, eh ben, elles représentent des espèces éteintes. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Alors comment est-ce que, à votre avis, on peut étudier ces branches éteintes de l'arbre du vivant? Est-ce que vous savez comment est-ce qu'on peut avoir quelques informations sur les espèces qui vivaient là? Les fossiles, voilà, je l'ai entendu. Alors les fossiles, tout à fait, c'est une façon d'étudier ces espèces qui sont éteintes. Mais alors les fossiles, toutes les espèces ne laissent pas de fossiles. Les bactéries laissent très peu de fossiles ou de traces fossiles. Et puis il y a des périodes géologiques où les espèces ne fossilisent pas. D'accord ? Et donc là, tout ça pour en arriver à ce que moi je fais au laboratoire chaque jour. Je vais essayer de terminer cette conférence en vous expliquant cela. Donc moi je m'intéresse spécifiquement à ces zones d'ombre de l'arbre du vivant. Et alors comment est-ce que j'essaye d'étudier ces choses-là? Eh bien je le fais en m'intéressant à un phénomène que vous connaissez peut-être qui s'appelle le transfert horizontal de gènes. Alors qu'est-ce que c'est le transfert horizontal? C'est le fait que des espèces peuvent acquérir dans leur génome des gènes qui ne viennent pas de leurs parents, grands-parents ou arrière-grands-parents, mais qui viennent d'espèces qui leur sont contemporaines. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est très répandu dans le monde vivant. Et même nous, Homo sapiens, une part de notre génome, toute petite pour chacun d'entre nous, contient quelques séquences d'ADN qui proviennent de Néandertal. D'accord ? Il y a quelques dizaines de milliers d'années, Néandertal et Sapiens se sont croisés, ont fait des bébés, et puis ces bébés, ils ont fait des bébés avec Sapiens, qui ont fait des bébés avec Sapiens, des bébés avec Sapiens. Et le résultat de cette hybridation, de cette histoire, eh bien, c'est que on trouve dans nos génomes des petits fragments d'ADN qui proviennent d'une espèce, et là, en l'occurrence, d'une espèce qui est aujourd'hui éteinte. Et donc là, vous voyez l'idée un petit peu de ce sur quoi je travaille, c'est que si on est capable de détecter des morceaux d'ADN qui proviennent d'espèces qui sont aujourd'hui éteintes,
eh ben, on peut avoir une petite information sur ces espèces éteintes. Imaginons qu'on ne connaisse pas du tout Néandertal. Si on est capable de reconnaître dans le génome d'Homo sapiens des petits fragments d'ADN qui semblent venir d'ailleurs, ben, on peut révéler cet ailleurs. Alors il y a des espèces qui sont très fortes pour les transferts horizontaux. Par exemple, c'est celle-ci. Est-ce que quelqu'un connaît cette espèce? Alors il y en a partout chez vous. Comment? Non, c'est un rotifère bdelloïde. Donc les rotifères bdelloïdes, c'est des petits animaux, donc ça c'est un petit animal. Ça vit dans les lichens, ça vit dans les mousses. Et cet animal, il est assez super parce qu'il n'y a aucun mâle, il n'y a que des femelles. D'accord? Les mâles n'existent pas dans cette espèce. Et ce qui est aussi assez particulier chez cette espèce, c'est que si on regarde son génome, d'accord, toutes ces séquences d'ADN, on se rend compte que 10% appartiennent, ne sont pas des gènes animaux. D'accord? Là-dedans, vous trouvez des gènes de bactéries, des gènes de champignons, des gènes de plantes. Et donc c'est une espèce qui réussit à intégrer des gènes qui viennent de l'environnement et à les utiliser. Ce n'est pas juste des gènes qui ne servent à rien, c'est des gènes qui sont dans leur génome et qui servent à quelque chose. Voilà. Et donc ça, c'est pour illustrer le fait que les transferts, c'est quelque chose d'assez fréquent et d'assez répandu. Et donc je vous disais, ce qui est assez super, c'est qu'on peut donc détecter des transferts de gènes, donc détecter des gènes chez les espèces qu'on connaît, qui proviennent d'espèces qu'on ne connaît pas, et à partir de cette détection, essayer d'éclairer un petit peu les zones d'ombre de cet arbre du vivant. Et c'est ça, moi, que je fais au laboratoire tous les jours. Et donc, je n'ai pas le temps de vous expliquer plus en détail ça, mais c'est le contenu de ma recherche. Et j'espère que vous aurez appris des choses. Je vais vous laisser avec un zoom phénoménal. Et puis, je serai content de prendre vos questions si vous en avez. Voilà. Merci beaucoup.